Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à Toubab Dialaw, en marge du festival Cinefem Fest, le festival africain du film et de la recherche féministe, qu'on vient de clôturer au bout de 4 jours d'intenses partages, inspiration, etc. Donc je suis très ravie d'accueillir aujourd'hui Pascale Obolo, qui est commissaire d'exposition, éditrice, mais aussi cinéaste. Alors Pascale, peux-tu nous parler de toi et comment on en arrive à avoir toutes ces casquettes en une seule personne? Bonjour, en tout cas je te remercie de cette belle invitation et de me retrouver là avec des grandes femmes qui se battent dans le quotidien pour justement transformer les choses, transformer notre société, nous donner plus de place, plus de visibilité. C'est un pur honneur pour moi de vivre cette chose-là parce qu'on n'a pas souvent l'occasion en fait de se retrouver ensemble, de prendre le temps de partager nos expériences et puis aussi de repenser des stratégies pour pouvoir faire avancer nos luttes. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation car c'était vraiment last minute, mais tu t'es montrée disponible et avenante, donc merci beaucoup. Moi, ça m'a toujours intéressé en fait les communautés de femmes. Comment en fait ces communautés de femmes en fait se retrouvent, font des événements, en tout cas pour pouvoir en fait s'entraider et aussi quelque part apprendre à mieux se connaître. Et mieux se connaître quelque part pour moi, c'est aussi une manière de sensibiliser en fait nos luttes. Parce qu'on lutte, je trouve, chacun de notre côté. Et du coup, c'est difficile. Et ensemble, on avance mieux. On prend plus confiance en soi. Et quelque part aussi, on se sent quelque part épaulé, comprise aussi. On parle d'une communauté. Oui, et puis la question de l'écoute, déjà, c'est-à-dire créer un espace safe pour juste s'écouter. Pour moi, ce sont des moments précieux et des moments rares qu'on n'a plus le temps de faire. Moi, je fais 150 millions de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, maintenant, je préfère prendre le temps, ce temps-là, justement, pour venir assister à ce genre d'événement. Et ça me permet justement de pouvoir me recentrer sur moi et puis voir aussi quelque part aussi me reconnecter avec les différentes luttes qui se passent en fait sur le continent africain. Et moi je viens plutôt, je travaille dans le milieu de l'art contemporain, mais je viens du milieu du cinéma, j'ai un background très classique. On a d'ailleurs montré deux de tes films, l'un sur La femme invisible que tu as fait il y a 15 ans, et l'autre c'est un futur projet. Voilà, un futur projet. Parce que j'aime bien en fait, je déteste le présent. Je me projette toujours dans le futur. C'est le futur qui m'intéresse. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans le futur, il y a le monde des possibles. Exactement. Tout devient envisageable. Tous les rêves sont permis. Exactement. Tout est possible de pouvoir se repenser autrement, mais à partir du passé. Exactement. Et donc, ça me rappelle un peu ce que Célie Rabican disait aussi de son art. Ouais, complètement. Très futuriste. En fait, c'est mon moteur quelque part. Et même dans le film que j'ai présenté là au festival La femme invisible, c'est un film d'anticipation qui en fait questionne la place des femmes en disant voilà, qu'en sera-t-il de notre situation en 2050 ? Tu vois. Et donc du coup je me dis j'espère, je sais pas si je serai encore là en 2050, mais quand des jeunes féministes verront ce film en 2050, ils se diront c'est un film qui a été fait il y a tellement d'années. Est-ce que c'est un film qui était quelque part avant-gardiste? Est-ce que c'est un film quelque part qui nous a prédit quelque part l'avenir en disant peut-être que cette situation n'allait peut-être pas changer ou au contraire allait complètement nous transformer et on allait être des êtres autres dans cette société. Et du coup je disais que moi je venais en fait du mouvement hip-hop où déjà c'était un milieu très très machiste, où il y a très très peu de places qui ont été faites pour les femmes. Moi je suis partie d'une des pionnières dans les années 80, j'avais un des premiers groupes de danse et de rap qui s'appelait
les Ladies Night. Et on était pionnières, on était les premières à pratiquer le double dutch, qui était une des disciplines qui était uniquement faite par des femmes. Et c'est en pratiquant cette discipline qui est aussi difficile, c'est-à-dire danser au milieu de 2 cordes, que quelque part on a acquis un certain respect dans le milieu, mais aussi par rapport aussi à nos textes, parce que je me rappelais à l'époque on commençait déjà à parler dans les années 80. Moi j'étais issue de la banlieue, on parlait des violences faites sur les femmes, on parlait des viols, on parlait des enfants maltraités. Et du coup, je me suis dit, en fait, avec le temps, tous ces sujets-là sont toujours aussi présents dans nos sociétés. D'ailleurs, le festival, cette année, ces questions-là ont beaucoup été abordées. Dès le premier jour, dans les films qui ont été sélectionnés, dans les discussions qu'on a eues entre femmes, des expériences. C'est un sujet qui a nous a beaucoup questionné et qui était très présent dans le cœur de ce festival. Donc ça prouve bien que effectivement, il y a eu des avancées. Effectivement, il y a eu des mouvements de femmes qui nous ont permis que la parole se libère aussi, quelque part. Et du coup, de pointer du doigt le système patriarcal qui devait changer pour pouvoir, en fait, quelque part, lutter, en fait, contre ces injustices qui étaient faites par rapport aux femmes. Et c'est vraiment le mouvement hip-hop qui, moi, m'a donné une énergie, une force aussi de me battre et puis aussi d'être confiante en fait dans les engagements et dans le militantisme. Et la question du collectif est quelque chose de très central dans mon travail, même dans ma pratique curatoriale qui devrait être une pratique individuelle. Et ben je travaille en fait à une pratique curatoriale collaborative et collective, dans le sens où pour moi c'est aussi un défi pour un peu lutter contre le système capitaliste et néolibéral, c'est qui nous dit pour réussir dans la vie il faut être seul. Exactement. Et moi je me dis non, pour transformer la vie il faut qu'on soit en groupe. Moi, il faut que ça soit le nous, de ça il faut que ça soit le collectif. Aux 2 dernières initiatives que tu as eues. Je t'ai rencontré à Dakar en mai, lorsque tu faisais le off de la Biennale. Et c'était vraiment, tout le monde était là, avec Aou, la librairie féministe et tout. Et la deuxième chose que j'ai récemment vue, c'est quand tu as fait Miss Reed. Et tu as invité toutes ces femmes inspirantes, extraordinaires autour de toi. Donc c'est vraiment la pratique, comme on dit, qui inspire ton action, mais aussi surtout le collectif, communaliser nos luttes. Mais parce que quelque part aussi au sein de la communauté noire, on nous a souvent plutôt mis dans notre cerveau la division. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire l'individualisme et la division. C'est-à-dire si tu veux réussir, il faut diviser, tu vois, le groupe dans lequel tu es. Et moi, je me dis, en fait, j'ai étudié, en fait, tout ce qui a fait à peu près nos échecs. Et du coup, c'est pour ça, je me dis, je continue à me battre et à défendre le collectif, même si je sais que c'est dur, même si je sais que quelque part, travailler collectivement, c'est se sacrifier. Oui. Mais je me dis, c'est là où on trouve nos forces. Exactement. Et c'est peut-être là où on peut faire avancer les choses plus facilement et d'une manière collective. Une forme d'école, tu vois, une forme d'école dans le sens où, à partir du moment où on est ensemble et qu'il nous arrive une situation où on a envie de faire quelque chose ensemble, et ben on apprend ensemble. Exactement. Et donc on apprend plus vite. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. L'un des thèmes, je pense, qui sont centraux dans ton œuvre, c'est le thème de la résistance. Donc par les moyens de faire, donc déconstruire les manières dont les choses ont été faites jusqu'à présent et proposer autre chose dans cette perspective féministe, mais aussi même dans ta pratique artistique curatoriale, le thème de résistance semble être central. D'où est-ce que tu puises cette inspiration dans la résistance? Et comment continuer à se poser qu'en ne se posant? Ça prend de l'énergie. Comment prends-tu soin de ta santé mentale? En fait, la résistance m'a été donnée par ma mère. Parce que moi, j'ai une mère féministe, une mère activiste, mais à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est une femme qui a sacrifié toute sa vie pour ses enfants.
en disant voilà, moi elle a arrêté l'école du moins en 3e. Je suis née d'une famille de 7 enfants. On a tous eu le bac. Elle dit même mes enfants, ils auront tous le bac. Et elle s'achetait jamais rien. Elle partait jamais en vacances. Le peu d'argent qu'elle gagnait, elle faisait 2 métiers. Tout l'argent, c'était pour l'éducation de ses enfants, pour que ses enfants en fait puissent s'émanciper et atteindre leurs objectifs, leurs rêves. Et moi, je l'ai vraiment vue. Elle était toujours au service des autres. Et en fait, ça me vient de là, cet état d'esprit de me dire voilà, je rends les autres visibles. Je ouvre la porte pour les autres. Tu vois, c'est vraiment, c'est ma mère qui m'a légué cette chose-là et c'était aussi ma muse. Et du coup, résister pour moi, c'est aussi quelque part, c'est mieux. Pour moi, c'est une façon en fait de nous faire progresser dans nos luttes et de les transformer. La résistance passe par la transformation. Et justement, c'est le deuxième thème que je voudrais aborder. La pratique oratoriale comme transformation. En fait, l'idée, c'est comment à partir de nos actions, même si elles sont minimes, comment on arrive à transformer l'autre. Comment au contact de l'autre, quand je suis à ton contact et que je vois tout ce que tu fais, comment moi ça me déplace intérieurement. En fait, c'est ça qui, moi, que je trouve intéressant. Même dans mes films, par exemple le film avec Calypso Rose, c'est un film où j'ai passé 5 ans à travailler autour de ce projet. C'est vraiment un film de femme. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement de quoi il a été question dans Calypso Rose? En fait, Calypso Rose, c'est la pionnière. C'est, les pionnières, ce sont souvent les sacrifiées. Exactement. Et c'est la première reine du Calypso à Trinidad et Tobago. Je me suis intéressée à son histoire parce que quelque part, je voulais savoir aussi l'histoire des féministes dans les Caraïbes. M'intéressait. Et du coup, j'ai appris que en fait, les chansons de Calypso Rose avaient été utilisées par le premier mouvement féministe à Trinidad qui avait été créé par des universitaires. Mais comme elles avaient un langage très académique et très universitaire, elles n'arrivaient pas à faire passer leur message à une grande majorité de femmes, que ce soit des femmes qui vivent... tu vois, des agricultrices, des femmes de ménage, etc., etc. Mais par contre, ces femmes-là écoutaient les chansons de Calypso Rose. Et du coup, dans les messages de Calypso Rose, il y avait cette envie de se rebeller, cette envie de se dire, j'existe en tant que femme dans un milieu machiste qu'est le Calypso. Et je peux quelque part ouvrir la porte aux autres femmes et leur dire vous n'êtes pas juste que des pots de fleurs derrière les hommes sur scène en tant que danseuse, mais vous pouvez aussi écrire vos propres chansons, vous pouvez les composer et vous pouvez remporter le titre de reine du Calypso comme moi je l'ai fait. Avant Calypso Rose, ce titre de reine n'existait pas parce que ça a toujours été les hommes qui ont gagné en fait ce titre de Calypso. Et du coup, quelque part, je me suis dit, en fait, cette femme-là, son histoire pourrait parler à beaucoup de femmes. Exactement. Tu vois, que ça soit en Afrique, je vois le en parallèle Europe. Avec ton histoire, car tu viens du rap, qui est un milieu très machiste, et tu as aussi essayé de le transformer de l'intérieur. Tu vois Calypso Rose qui a fait la même chose. Exactement. Donc, en termes de résultats, même pas résultats, mais le process, comment ça a été? Parce que tourner un film en 5 ans, cela vous transforme. Oui, 5 ans est une longue durée pour tourner un film. Et aussi, moi je veux parler du thème de la réparation. Ouais. Parce qu'il m'a semblé comprendre dans notre discussion que toi-même, dans ce film, t'as trouvé dans une certaine situation et que le faire avec Calypso t'a apporté beaucoup. Ça a eu un effet cathartique en fait sur toi. C'est un film réparateur pour nous deux. En fait, c'est un film qui, moi, à un moment donné, pendant les 5 ans
justement j'ai perdu ma mère et j'avais plus la force, l'énergie de continuer à faire ce film, même de travailler. Tu vois, j'étais vraiment en mode dépression, mais je savais pas que je traversais une dépression. Et en fait, c'est Calypso Rose qui m'a en fait réconfortée, qui m'a redonné la force et l'énergie de me remettre à travailler sur ce film. Et elle, pendant les 5 ans, elle est tombée malade. Elle a eu une vie tellement compliquée, tellement difficile. Elle a été violée à l'âge de 18 ans. Elle n'a jamais eu de rapport après avec un homme. Elle a eu 2 cancers. Elle a été dans le coma, etc. Elle dit elle a affronté la mort et donc plus rien ne peut plus l'arrêter. Tu vois, c'est une forme de ce film est une forme de renaissance en fait pour nous deux. Et du coup quelque part la manière dont moi j'ai raconté son histoire, elle dit moi je m'étais pas vue comme ça. Et c'était après devenu en presque sa vie. Donc quelque part en fait la manière dont j'avais raconté sa vie, elle s'est les réappropriée de nouveau, comme cette forme de renaissance. Exactement. Pour renaître en fait des cendres comme un phénix, et du coup après gagner des prix, avoir une reconnaissance internationale. Elle a gagné le prix de la SACEM, elle a gagné les victoires de la musique, mais toute cette reconnaissance est arrivée très très tard, très très tard. D'où l'importance de dire nos propres histoires. Exact. Et de ne pas attendre en fait que la célébration vienne d'autrui. Et mais elle ne viendra jamais d'autrui. Elle ne viendra jamais d'autrui. Et je pense que c'est à nous, lorsque Coumba Touré hier parlait des géantes invisibles, en fait ce sont des géantes invisibilisées en réalité. Parce qu'elles sont visibles, elles sont là, mais dans ce patriarcat, ce capitalisme ne veut pas leur accorder la reconnaissance qu'elles méritent. Donc je pense qu'en tant qu'éditrice aussi, comme vous l'êtes, il y a ce travail-là de raconter des narratives, d'invisibiliser des choses qui autrement n'auraient pas eu la reconnaissance mais je pense que tout mon travail vraiment porte sur ça en fait, c'est-à-dire que ça soit dans ma pratique cinématographique, que ça soit dans la revue que je dirige Africada, ou qui est vraiment un espace pour pouvoir en fait donner la possibilité aussi bien à des auteurs, à des artistes de s'écrire, aussi d'écrire une histoire de l'art où en fait on a longtemps été invisibilisé en tant que personne noire, mais aussi en tant que femme. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai créé cette espèce, cet objet, cet espace, justement, pour pouvoir, en fait, rendre visible et se dire, ben, cet espace existe pour nous. Si vous avez envie de vous l'approprier, de contribuer à une visibilité, à votre visibilité ou à la visibilité, tu vois, d'un ami ou d'un artiste que vous connaissez qui fait un travail remarquable et qui mérite d'être reconnu, cet espace est fait pour vous. Et c'est pareil pour l'African Art Book Fair qu'on a mis en place. On a fêté en mai 2024 les 10 ans. Et en fait, on se disait, c'est pas normal que la Biennale de Dakar, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on venait pour écrire dans cette biennale, qui n'est pas un espace pour soutenir les éditeurs sur le continent africain qui font ce travail de visibilité. Et à l'époque, il y avait très très peu de maisons d'édition qui faisaient des catalogues d'artistes, qui écrivaient sur les artistes, les essais, les critiques. Il y en avait très très peu. Et du coup, on s'est dit, on va créer notre propre espace. On va inviter et soutenir ces éditeurs, même inviter des éditeurs qui au départ ne produisent pas des livres d'artistes, mais leur dire en quoi c'est important de commencer à ouvrir cette brèche pour dire voilà, je vais produire un catalogue pour cet artiste. Et du coup, c'est une trace, c'est une archive qui reste. Et c'est comme ça qu'on écrit notre histoire de l'art. Parce que cette histoire, quand on regarde l'histoire de l'art classique, a été écrite par l'Occident. Parce que la plupart en fait, des objets, des statuettes, etc. et tout, se trouvent dans les musées anthropologiques en Occident. Et du coup, c'est eux qui ont écrit notre histoire. Et moi, je disais, il ne fallait pas qu'on recommence la même erreur en disant, ben, nous, on va déjà créer une maison d'édition, créer une revue et créer un espace où on invite tous les autres éditeurs du continent, mais aussi de la diaspora. Et le festival est devenu maintenant international pour pouvoir créer des ponts sud-sud, nord-sud et sud-nord et se dire, voilà, cet écosystème, comment on pense la circulation de la pensée, qui a le droit de circuler, quel type de production intellectuelle et artistique circule et de quelle manière. Exactement. Malgré les frontières des langues,
Mais c'est pas ça qui doit nous empêcher, parce que pour moi, la langue artistique est une langue universelle. Donc, quelque part, il faut se battre pour faire circuler, ne serait-ce qu'au sein du continent africain, ce que nous produisons. Et donc, cet espace, l'African Art Book Fair, est une plateforme qui permet tous les 2 ans de se retrouver. Parce que éditer, c'est aussi... c'est un monde, je trouve, de solitude. Exactement. Et du coup, se donner de la force en disant « Ah, mon collègue qui est en Afrique du Sud, il vient de sortir 5 bouquins sur tel artiste, tel livre d'artiste, c'est incroyable, comment il a fait, comment il a trouvé l'argent. » Tu vois, ça te redonne de l'énergie, ça te remotive et ça te dit « Je ne suis pas seule, je dois continuer ce travail difficile parce qu'il est nécessaire, il est important de le faire. » Merci Pascal d'être une si grande inspiration. On ne t'a pas beaucoup entendu dans la salle, mais comme tu l'as expliqué, tu étais peut-être intéressé par le fait d'être imprégné de toutes ces différentes perspectives. Non, c'est parce que je pense que peut-être aussi il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de femmes qui avaient envie de s'exprimer. Il y avait des jeunes afroféministes qui avaient envie de s'exprimer. Et il faut aussi savoir donner de la place et de l'espace à ceux qui ont du mal à trouver des espaces d'expression. Et du coup, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Mais après, les gens me reprochent, me disent oui, mais en fait... Non, c'est pas un reproche. Non, mais les gens, tu vois, me disent oui, mais en même temps, vu par rapport à l'expérience que tu as, on a aussi besoin de cette expérience. Mais en plus, comme je travaille maintenant l'espace de la radicalité, et c'est un espace, quelque part, qui, moi, m'intéresse, parce que c'est là où je trouve aujourd'hui se trouve l'essence même de nos solutions, avec la question de la réappropriation, etc., où, en fait, aujourd'hui, ce que nous produisons artistiquement sur le continent, nous sommes, en fait, je trouve, très avant-gardistes, dans le sens où on a les réponses pour répondre aujourd'hui aux urgences sociétales. Et du coup, ceux qui avaient le pouvoir avant nous ne veulent pas nous donner ce pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous volent notre pensée, ils nous volent nos idées. Et quelque part, je me dis... Ils volent notre vocabulaire aussi. Notre vocabulaire. Et l'idée, c'est comment prendre soin de nos récits, comment prendre soin de cette production artistique, comment se trouver des stratégies pour justement laisser l'espace et la place à ceux qui ont des nouveaux discours, des nouvelles idées, des nouvelles pratiques artistiques pour nous faire évoluer et surtout qu'on évolue ensemble. Ce que tu dis est tellement important et résonne aussi en moi, le fait de laisser de l'espace. Ce n'est pas quelque chose qu'on considère souvent comme un acte de sororité, mais ça l'est, parce qu'on a chacune d'entre nous des privilèges dont on n'est peut-être pas forcément conscient. Mais ce que tu dis en fait est très important et je voulais savoir par rapport à... Je trouve que c'est une pratique de care, de soin, de savoir se taire et quand se taire. Donc là, ta pratique, qu'elle soit cinématographique, et c'est la dernière question, cinématographique, curatoriale, comme pratique de care, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Moi, j'entends, quand tu parles de ton expérience avec Calypso Rose, de ton expérience du rap, d'édition, d'Africada, d'African Art Book Fair, je vois des illustrations de pratiques de care, le fait de créer des espaces qui autrement n'auraient pu exister, le fait de permettre d'autres formes d'expression, et comme tu dis, de ces discours nouveaux-là, pour en prendre soin. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment le soin est centré, ou bien comment toi tu centres le soin dans tout ce que tu fais, et quelle perspective penses-tu que cela peut ouvrir, surtout à ceux et celles qui émergent sur cette scène artistique? Déjà, on a besoin de la pratique de l'écoute pour moi. est quelque chose de très important. Active. La pratique de se retrouver ensemble. La pratique, par exemple, de lire ensemble. Tu vois, pour moi, ça fait partie de cette pratique du soin. Donc, apprendre à écouter l'autre et le fait, la manière dont tu l'écoutes, quelque part, c'est déjà un acte, tu vois, de réparation. C'est déjà un acte de guérison. Parce que, tu vois, il y a des gens, tu vois, c'est-à-dire qui ont besoin d'être écoutés. Et quand tu crées un environnement safe,
des fois la parole, elle vient d'elle-même. Et la personne, elle se dit, je me sens ici en sécurité. Du coup, je peux parler des choses qui, quelque part, sont enfuies au plus profond de moi, parce que je sens qu'il y a une écoute qui est là pour moi et qui est prête à m'entendre et qui n'est pas là pour me juger. Ni pour répondre même. Voilà. Parfois, on n'écoute pas pour comprendre, mais on écoute juste pour répondre ou réagir. Ou... Ouais. Et il faut créer, en fait, ces lieux-là, des retraites, en fait, tu vois, pour prendre le temps juste de se reposer. Exactement. Tu vois, être là, manger ensemble. Tu vois, des choses, en fait, c'est des choses toutes simples. Exactement, prosaïque. Tu vois, aller visiter, comme on a été visiter ce lieu magique, magnifique, ensemble. Le théâtre de l'engouement. Et en fait, c'est les énergies, tu vois, je crois beaucoup aux énergies, tu vois, parce que c'est aussi ça qui nous répare. Tu vois, ce fluide qui passe, tu vois, entre nous, etc. Tout l'air de rien, comme ça nous redonne de la force. Et du coup, quand on repart à la lutte, on ne sait pas, on se dit, ah là, là j'ai quelque chose où je peux tu vois, ça m'a requinqué et je peux quelque part repartir parce qu'il y a quelque chose en moi qui a été réparé. Il y a quelque chose dans mon fort intérieur qui s'est transformé. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, ça a bougé de l'intérieur. Et la question du soin, c'est vraiment pour les femmes, parce qu'on vit dans un monde hostile aux femmes, au corps des femmes. Et on a besoin, tu vois, comme ces lieux-là, c'est comme des armures, tu vois, et du coup, on est dedans, on est comme dans un cocon, et ce cocon-là, on retrouve de l'énergie pour repartir lutter à l'extérieur. Et c'est ce que Audre Lorde disait, « Caring for myself is an act of political warfare ». On se néglige souvent, hein, on pense qu'on peut tout faire. Alors, juste la prochaine opportunité, juste la prochaine... Non, mais dans les luttes, c'est vraiment problématique. Oui. C'est-à-dire qu'on donne tellement de notre temps, de notre énergie. Et puis la société, elle est tellement violente qu'on veut répondre. On répond. Et on est fatigué. Dans les collectifs de militantes, il y a beaucoup de burn-out. C'est pour ça que la question du soin ressurgit. C'est-à-dire que déjà, même au sein de nous, tu vois, il y a cette forme de violence inconsciente qui s'opère. Et à un moment donné, on a besoin de se dire, oui, même dans l'espace militant, comment on prend soin de nos corps, comment on prend soin de nos récits, comment on prend juste soin de nous, tu vois, faire la fête, danser, chanter. Exactement. Pour moi, ce sont des actes politiques, ce sont des actes de résistance. Merci beaucoup, Pascale. Si je devais te demander 3 mots qui peuvent résumer ton expérience ici au Sénégal, quels seraient ces mots dans le cadre de ce festival? L'écoute, la bienveillance et l'amitié qui démarre. Merci beaucoup, Pascale. C'était un plaisir de t'avoir avec nous.